Je suis heureuse de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'à la fin et commentez la ville d'où vous regardez. Je m'appelle Élise, j'ai 58 ans et pendant plus de 15 ans, j'ai gardé un secret que personne, pas même mon fils Mathieu, n'a jamais soupçonné. Chaque mois, je gagne 26 500 €. Et pourtant, j'ai toujours vécu comme une femme ordinaire. Un petit appartement où rien ne dépasse, une voiture simple qui ne fait pas de bruit, des vêtements sans marque, des habitudes discrètes. Une vie tranquille, choisie. J'ai toujours pensé que la simplicité me protégeait, qu'elle permettait à Mathieu de comprendre la valeur du travail, pas celle du confort. Je voulais qu'il avance avec ses propres forces, pas avec les miennes. Et puis un soir, alors que je rentrais du bureau, son appel a tout fait basculer. « Maman, Clara aimerait que tu rencontres ses parents. On a réservé au Cloître samedi. » Le Cloître, le restaurant le plus réputé de Bordeaux. Un lieu où un simple apéritif coûte presque une journée de salaire pour beaucoup. J'ai entendu une légère hésitation dans sa voix, alors j'ai demandé doucement. « Ils savent ce que je fais ?» Un silence. Un de ces silences qui en disent plus qu'une phrase entière. Puis Mathieu a soufflé, presque comme une excuse. « Je leur ai dit que tu travaillais dans un bureau, que tu étais simple. » Simple, un mot qui, dit comme ça, paraît inoffensif. Mais cette fois-là, il m'a transpercé comme une aiguille froide. Comme si ma tranquillité, ma discrétion, ma façon de vivre étaient soudain devenues un défaut qu'il fallait justifier. Je suis restée immobile quelques secondes, seule dans mon salon, regardant ce décor ordinaire que j'avais choisi avec tant de soin. Et une idée étrange, presque irrépressible, s'est imposée à moi. Si on s'attendait à rencontrer une femme simple, alors j'allais leur donner exactement ce qu'ils croyaient voir. Pour la première fois, non pas pour me cacher, mais pour les observer. Ce soir-là, je ne le savais pas encore, mais le dîner qui nous attendait allait dévoiler bien plus qu'un secret. Il allait révéler ce que l'apparence fait aux gens, et jusqu'où certains sont prêts à aller pour mettre les autres à leur place. Avant de vous dévoiler ma vengeance surprenante, vous pouvez vous abonner à la chaîne et aimer la vidéo pour m'inspirer pour les prochaines vidéos. Le samedi soir est arrivé plus vite que je ne l'aurais imaginé. Toute la journée, j'avais tourné en rond dans mon appartement, sans vraiment réussir à me concentrer sur quoi que ce soit. Je n'étais ni nerveuse, ni impatiente. C'était autre chose, une sorte de curiosité calme, presque froide, qui me poussait à observer la situation comme si je n'en faisais pas vraiment partie. En fin d'après-midi, j'ai ouvert mon armoire. Tout était rangé comme toujours, les chemisiers repassés, les jupes suspendues par couleur, mes 2 sacs soigneusement alignés sur l'étagère du haut. Mais mon regard a glissé tout de suite vers ce vieux sac en toile qui dormait au fond et vers cette robe jaune délavée que je n'avais plus touchée depuis des années. Je l'ai prise entre mes doigts. Le tissu était un peu rêche, marqué par le temps, mais étonnamment intact. Je me suis vue, autrefois, la portant pendant les jours de ménage, les courses rapides au marché, les moments où je n'avais ni l'envie ni la force de paraître. Ce soir-là, elle avait un autre rôle. Je l'ai enfilée sans réfléchir davantage. Devant le miroir, je me suis observée longuement. Mes cheveux attachés à la hâte, mon visage sans maquillage, mes chaussures légèrement usées mais propres. Une femme simple, celle qu'ils attendaient. Je n'éprouvais ni honte ni malaise, juste une forme de lucidité. Ces vêtements n'étaient pas d'une humiliation, ils étaient un choix, le mien. Avant de fermer mon sac, j'y ai glissé ma carte bancaire habituelle. Puis, dans la petite poche intérieure, à l'abri de regard, j'ai ajouté ma carte noire, celle que personne ne m'avait jamais vue utiliser. Pas comme un trophée, plutôt comme une assurance silencieuse. À 19h45, j'ai quitté mon appartement. L'air du soir était frais, légèrement parfumé par les restaurants voisins. Quand le taxi s'est arrêté devant le Cloître exactement à 20h, j'ai inspiré profondément et je suis sortie. Le portier m'a accueilli avec un sourire professionnel qui s'est fendu un instant, juste assez longtemps pour que je remarque la surprise dans ses yeux. Il a néanmoins ouvert la porte avec courtoisie. À l'intérieur, tout semblait plus brillant que d'habitude. Les coupes de champagne, les chuchotements, les nappes parfaitement tirées. J'avançais lentement, observant ce théâtre silencieux où chacun jouait un rôle qu'il connaissait par cœur. Au fond de la salle, j'ai aperçu Mathieu. Ses yeux se sont écarquillés en me voyant, puis son visage s'est refermé comme s'il tentait de masquer ce que son cœur avait laissé paraître trop vite. Clara était à côté de lui, élégante, souriante, presque lumineuse. Ses parents, eux, étaient assis bien droits, les mains posées sur la table, le regard déjà affûté. Ils attendaient.
Pas ma présence, mais ma confirmation. Confirmation que j'étais bien celle qu'ils imaginaient. Je me suis approchée. Le cliquetis des couverts, les conversations feutrées, tout s'est légèrement ralenti autour de moi. « Maman, tu es venue » dit Mathieu, sur un ton mêlé d'étonnement et de retenue. « Bien sûr » répondis-je doucement. Clara m'a embrassée du bout des lèvres. Henri m'a salué sans émotion. Madeleine m'a à peine adressé un signe de tête. Je n'ai pas cherché plus. Je me suis simplement installée à la place qu'elle m'indiquait, un siège un peu en retrait, comme si la distance physique devait traduire une distance invisible. Le serveur nous a donné les menus. J'en ai feuilleté quelques pages, fronçant légèrement les sourcils, comme si je découvrais un monde qui n'était pas le mien. Madeleine a remarqué immédiatement. Je n'ai jamais vu une satisfaction aussi polie, aussi discrète, mais aussi tranchante que dans son regard lorsqu'elle m'a proposé. « Voulez-vous que je commande pour vous? Ce sera plus simple. » Ce mot encore, simple, il revenait sans cesse, comme une étiquette qu'on m'avait collée sans me demander mon avis. Je lui ai souri, je ne l'ai pas contredite, j'en avais pas besoin, parce que ce soir-là, je n'étais pas là pour être à ma place, j'étais là pour voir où eux placeraient les leurs. Le serveur posa enfin les menus au centre de la table, puis s'éclipsa avec la discrétion parfaite de ceux qui savent reconnaître les atmosphères tendues. Je me suis assise en silence, les mains posées sur mes genoux, observant sans insistant, comme si chaque détail me parvenait à travers une brume douce. Madeleine a levé son verre d'un geste gracieux, presque trop gracieux. « À la famille et aux nouvelles amitiés ». Elle avait légèrement insisté sur le dernier mot, comme si elle voulait s'assurer que personne n'en manquait la nuance. Henri hocha la tête, satisfait. Mathieu, lui, garda les yeux rivés sur sa serviette, qu'il pliait et dépliait sans y penser. La conversation s'est engagée avec cette politesse calme et brillante dont seuls ceux qui n'ont jamais manqué de rien maîtrisent les codes. Ils évoquaient leurs vacances d'été, la villa à Cannes, la vue sur la mer, les dîners entre amis cultivés. Chaque phrase semblait soigneusement polie avant d'être prononcée, comme un objet fragile qu'on expose derrière une vitrine. Puis, naturellement, sans même paraître y réfléchir, Madeleine a tourné la conversation vers moi. « Alors, Élise, vous travaillez toujours dans un bureau ?» demanda-t-elle avec un sourire qui ne touchait pas ses yeux. Je relevai la tête doucement. « Oui, depuis longtemps. C'est admirable, vous savez, tant de stabilité, c'est si rare aujourd'hui. » Je savais reconnaître la fausse admiration, celle qui vous frôle sans jamais vous atteindre vraiment, celle qui se dépose comme une poussière froide sur la peau. Henri enchaîna l'air songeur. « Et vous vivez toujours toute seule dans votre petit appartement, celui dont Mathieu nous a parlé ?» Je souris. « Oui, depuis près de 20 ans. » « C'est vraiment respectable », ajouta-t-il, comme s'il commentait une vieille horloge encore en état de marche. « Beaucoup de gens cherchent plus grand, plus beau, mais vous, au moins, vous savez rester à votre place. » À ma place. Il revenait toujours à cette idée, invisible mais tellement présente. Je ne répondis pas tout de suite. Je sentis simplement une chaleur légère au creux de ma poitrine. Pas de colère, juste une lucidité plus tranchante encore. Le serveur arriva avec les plats. Devant moi, une simple salade verte et un poulet grillé sans sauce. Devant eux, truffes, risotto crémeux, poisson raffiné, fromage au nom compliqué. Madeleine poussa un léger soupir satisfait, comme si l'équilibre du monde venait d'être respecté. « Et vous, Élise, vous voyagez un peu ?» demanda-t-elle innocemment. « Pas beaucoup. Je vais parfois voir ma sœur à Poitiers. »« En train ?» demanda-t-elle, surprise. « Non, en bus, c'est plus simple. » Elle eut un petit mouvement de lèvres, rapide, presque imperceptible, mais suffisant pour comprendre ce qu'elle pensait réellement. Un mélange de pitié et de gêne, comme si ma vie était un vêtement trop usé pour être réparé. Je n'ai pas baissé les yeux, je n'ai pas corrigé leur vision, je les ai simplement laissés parler, parce que ce soir-là, je voulais voir jusqu'où ils iraient. Entre le plat et le dessert, Henri posa lentement sa fourchette, comme pour préparer une annonce importante. « Mathieu nous a dit que vous l'avez élevé seul. Cela n'a pas dû être facile. »« Non, mais on fait ce qu'il faut faire, » répondis-je calmement. Madeleine inclina la tête, ses doigts délicatement posés sur le bord de son verre. « J'admire les femmes comme vous, vraiment. Certaines naissent avec moins de chance, mais elles font ce qu'elles peuvent avec ce qu'elles ont. » Chaque mot sonnait comme un compliment, mais chaque syllabe en portait un autre,
plus lourd, plus tranchant, caché dessous. Je sentis alors que quelque chose changeait dans l'air. Comme si la soirée glissait doucement vers un terrain qu'ils n'osaient pas nommer, mais dont ils avaient soigneusement préparé les contours. C'est à ce moment-là que le vrai but du dîner commençait à se dessiner. Lentement, subtilement, avec cette douceur fausse qui dissimule mal l'intention réelle. Et dans mon silence, je savais déjà que ce qu'ils allaient dire ensuite ne ferait que confirmer ce que j'avais choisi de venir observer. En rentrant chez moi ce soir-là, je n'ai pas immédiatement allumé la lumière. J'ai déposé mon sac sur la petite table de l'entrée, retiré mes chaussures usées et je suis restée là, immobile, les mains posées sur le bois froid. La soirée au cloître n'avait pas laissé en moi de colère, mais une sorte de clarté étrange, presque nouvelle, comme si les mots de Madeleine et d'Henri m'avaient nettoyé les yeux au lieu de me blesser. Je me suis avancée dans le salon, j'ai tiré soigneusement les rideaux, puis j'ai allumé la lampe de table. L'ombre douce qu'elle projetait m'a apaisée un instant. Je savais déjà ce que j'allais faire. Je le savais depuis le moment où Madeleine avait prononcé cette phrase « Vous savez rester à votre place ». Ma place. Comme si les gens avaient le droit de vous en assigner une. Je me suis dirigée vers la chambre et j'ai ouvert le placard mural. Tout en haut, derrière une pile de serviettes soigneusement pliées, se trouvait mon coffre-fort. Je l'ai tiré vers moi, posé sur le lit, puis j'ai composé le code d'une main sûre. Le déclic métallique a brisé le silence. À l'intérieur, il n'y avait rien d'ostentatoire. Quelques dossiers épais, des classeurs sombres, une petite boîte en cuir et une enveloppe cachetée que je n'avais pas ouverte depuis des années. Tout ce que j'avais accumulé de plus précieux n'était pas fait d'or ou de bijoux, mais de travail, de nuits blanches, de décisions difficiles et de responsabilités assumées seule. J'ai sorti un premier dossier, mes déclarations d'impôts des 10 dernières années. Un deuxième, les preuves de mes investissements. Un troisième, le contrat qui confirmait mon rôle de directrice financière chez Sercom Europe. Je les ai posés les uns après les autres sur le lit, comme on aligne les pièces d'un puzzle qui raconte une histoire que personne n'a jamais voulu écouter. Puis, dans la petite boîte en cuir, j'ai décroché ma carte noire, celle que je n'utilisais presque jamais. Je l'ai fait glisser lentement entre mes doigts. Son éclat discret me rappela soudain à quel point j'avais volontairement choisi l'ombre. J'ai souri, non pas par fierté, mais par lucidité. Je me suis assise un moment au bord du lit, entourée de ces preuves silencieuses de ma propre vie. Je pensais à Mathieu, à son regard troublé, à sa gêne, à ce moment où il n'avait pas su me défendre. Et je n'ai pas ressenti de reproche, seulement une profonde tendresse. Il avait grandi sans savoir qui j'étais vraiment, mais c'était de ma faute. Je l'avais voulu ainsi. Après quelques minutes, j'ai pris mon téléphone. J'ai appelé Sandrine, mon avocate. « Élise, tout va bien ?»« Oui, très bien. J'ai seulement besoin que tu me prépares un dossier complet, ceux que nous avions rassemblés après ma dernière promotion. Tout le dossier, tout, et en double. Je te l'aurai demain matin. Merci. » Sa voix, toujours posée, m'a fait du bien. Ensuite, j'ai composé le numéro de mon assistante, Julie. Elle ne s'attendait pas à mon appel à cette heure-là. « Élise ? Vous avez besoin de quelque chose ? Oui, les relevés des comptes professionnels, ceux de l'année en cours. Prépare-les-moi dans un classeur propre. Bien sûr, je vous les envoie d'ici 1 heure. Merci Julie, passe une bonne soirée. Je savais qu'elle prendrait cela comme une demande normale. Elle ne poserait pas de questions. Elle savait que je ne préparais jamais rien sans raison. Je suis retournée vers le salon, un dossier dans les mains. J'ai déposé les documents sur la table basse, puis je me suis servi un verre d'eau. La lampe éclairait doucement les papiers, leur donnant presque un air solennel. À ce moment-là, mon téléphone a vibré. Un message de ma voisine, Claire. « Tu es rentrée ? Ça s'est bien passé avec la famille de ta belle-fille ?» Après une courte hésitation, j'ai répondu simplement « Oui, très instructif ». Quelques secondes plus tard, j'entendis frapper à ma porte. Claire était là, son châle encore posé sur ses épaules. « Je t'ai vu par la fenêtre, tu n'as pas l'air bien ?»« Je vais très bien, » lui assurai-je. « Ils t'ont maltraité, n'est-ce pas ?» Je me suis contentée d'un sourire, presque imperceptible. Disons qu'ils m'ont sous-estimé. « Tu mérites tellement mieux, ne te fatigue pas avec des gens comme ça. » Je n'ai pas répondu. Je n'ai jamais été du genre à juger les gens trop vite. Mais ce soir-là, je savais précisément ce que j'avais vu.
Après son départ, j'ai pris ma télécommande et j'ai ouvert l'application qui affichait les vidéos de mon entrée. Je ne le faisais jamais, mais quelque chose m'y a poussé. C'est alors que j'ai vu les images. Mathieu, quelques semaines plus tôt, assis sur les marches, tard le soir. Il avait l'air épuisé. Il cachait son visage dans ses mains. Et j'ai reconnu ce geste-là, celui d'un homme qui tente de prouver quelque chose au monde et qui n'y arrive plus. Mon cœur s'est serré doucement. Pas de tristesse, pas de culpabilité, juste la certitude que ce que j'allais faire désormais n'était plus seulement pour moi. Je me suis levée, j'ai rangé soigneusement tous les dossiers dans une grande pochette noire, puis j'ai éteint la lampe. Demain, le jeu allait changer. Pas pour les humilier, pas pour me venger, mais pour déplacer, une bonne fois pour toutes, la ligne qu'ils croyaient pouvoir tracer autour de moi. Le lendemain soir, j'ai quitté mon appartement avec le même calme que la veille, mais tout en moi avait changé. La veille, j'étais entrée au cloître comme une femme simple, vêtue d'une robe usée volontairement choisie. Ce soir, j'allais y retourner en tant que moi-même, sans ostentation, sans théâtralité, simplement telle que je suis, mais qu'il n'avait jamais pris la peine d'imaginer. J'avais choisi une tenue sobre, un tailleur bleu nuit, une veste parfaitement coupée, une paire d'escarpins que je ne portais que lors de réunions importantes. Pas un bijou de trop, juste ma montre en argent, cadeau que je m'étais offert le jour où j'étais devenue directrice financière. Lorsque le taxi s'est arrêté devant le cloître, le portier qui m'avait accueilli la veille a mis une seconde de trop à me reconnaître. Sa main s'est figée sur la poignée de la porte, ses yeux ont glissé sur ma tenue, puis sur mon sac structuré. Une nuance d'hésitation a traversé son regard, comme s'il relisait mentalement un dossier qu'il croyait déjà classé. « Bonsoir, madame, bienvenue au cloître. » Cette fois, son sourire ne s'est pas figé. Je lui ai rendu un léger signe de tête avant d'entrer. À l'intérieur, la salle était presque identique à celle de la veille. Les tables éclairées par les chandeliers, les conversations feutrées, le parfum du beurre chaud et des vins rouges ouverts depuis quelques minutes seulement. Je me suis avancée doucement, comme si chaque pas me remettait à la place dont on avait voulu me priver la veille. Le directeur du restaurant, que je n'avais jamais vu auparavant, s'est approché aussitôt. Peut-être m'avait-il reconnu, peut-être avait-il simplement perçu quelque chose dans ma façon de marcher. « Bonsoir madame, puis-je vous aider ?»« Oui, je voudrais ouvrir une note au nom de madame Élise Laurent. » Je lui ai tendu ma carte. Le métal sombre a capté la lumière. Il a cligné des yeux, puis s'est redressé légèrement. « Bien entendu madame, nous allons préparer votre table. » Il n'y avait pas d'arrogance dans sa voix, juste une courtoisie neutre que j'ai appréciée. Il m'a conduite vers une table près d'une baie vitrée donnant sur le jardin intérieur du cloître. Une table bien meilleure que celle de la veille. Je me suis installée, le dos droit, les mains posées sur la nappe immaculée. Quelques minutes plus tard, j'ai vu Mathieu entrer. Il regardait autour de lui, un peu nerveux, comme s'il cherchait à deviner où j'étais assise. Clara le suivait et juste derrière elle, Henri et Madeleine, impeccables dans leur tenue du dimanche, bien que nous soyons un jeudi soir. Ils n'ont pas vu immédiatement. Il a fallu que le serveur leur désigne ma table pour que leur regard se tourne vers moi. Je l'ai perçu d'ici. Le léger sursaut dans les épaules de Madeleine, le froncement de sourcils d'Henri, le mouvement hésitant de la main de Clara qui a effleuré son collier comme un signe de perplexité. Ils se sont approchés lentement. « Élise, vous êtes déjà là ?» dit Clara, un peu déstabilisée. « Oui, je voulais être sûre d'avoir une table pour nous. » Henri m'a observé plus longuement que nécessaire. Son regard glissait, non pas avec mépris comme la veille, mais avec cette curiosité maladroite de quelqu'un qui sent qu'un détail important lui échappe. Le serveur s'est approché avec la carte des vins. Avant même qu'Henri ne lève la main, je l'ai regardé et j'ai dit calmement « Nous prendrons le Château Lagorce 2014, la bouteille. » Henri a légèrement blêmi. Il connaissait ce vin. Il savait qu'il n'aurait pas osé le commander la veille. Il savait surtout que ce geste-là, simple et posé, n'était pas un hasard. « C'est un excellent choix, dit-il enfin. » Je ne répondis pas, je n'avais pas besoin. Pendant que le serveur apportait l'eau, un petit garçon, sans doute le neveu de Clara, passa près de notre table. Il s'arrêta, observa mon tailleur, puis dit avec un sourire spontané «
Tu es très élégante, madame, on dirait les dames importantes à la télé. Je lui ébouriffai doucement les cheveux. Merci, petit, tu es très gentil. La famille Dubois n'a rien dit, mais leur visage en suffit. Leur propre neveu venait, sans le vouloir, de fissurer la première couche du mur qu'ils avaient soigneusement construite autour de moi. Mathieu s'asseyait en silence, fuyant parfois mon regard, comme s'il cherchait à comprendre ce qu'il n'avait jamais voulu voir. Le serveur est revenu avec le vin qu'il a versé devant moi avec une précision mécanique. Puis il a déposé la bouteille sur un support argenté avant d'ajouter « Madame Laurent a déjà ouvert la note, vous pourrez ajouter ce que vous souhaitez. » Madeleine déglutit discrètement. Je pris mon verre, observai un instant les reflets rubis du vin, puis ajoutai doucement « Ce soir, j'aimerais que nous dînions sans faux-semblant. » Aucun d'eux n'a osé répondre. Ils sentaient, sans comprendre encore, que quelque chose leur échappait, que la femme qui se tenait devant eux n'était pas celle qu'ils avaient imaginée, et que le rôle qu'ils avaient tenté de m'imposer venait de se briser, silencieusement mais irrémédiablement. Le dîner avançait, et malgré les sourires forcés, l'air autour de nous s'était épaissi. Je sentais une tension presque imperceptible, un frémissement dans les gestes d'Henri, un battement trop nerveux du pied de Madeleine sous la table. Quelque chose se préparait, quelque chose qu'ils avaient peut-être répété ou au moins envisagé depuis plus longtemps que je ne le pensais. Je coupais lentement un morceau de mon poisson, savourant la tranquillité feinte qui précédait toujours les conversations dangereuses. Mathieu, lui, jouait nerveusement avec sa serviette, comme s'il anticipait un orage invisible. Ce fut Henri qui lança le premier éclair. « Élise, il faut que nous soyons francs entre nous. » Son ton était calme, trop calme, le genre de calme qui sert à envelopper des mots qu'on sait blessants. Je posai ma fourchette sans précipitation. « Je vous écoute. » Il croisa les mains devant lui, un geste qu'il utilisait sans doute souvent en réunion pour annoncer une décision déjà prise. Clara est notre fille unique. Nous voulons son bonheur, sa stabilité et un environnement sain. Je ne répondis pas. Je savais exactement où il voulait en venir. Je l'avais entendu, entre les lignes, dès le premier regard qu'il m'avait lancé la veille. Madeleine prit le relais avec douceur, comme pour adoucir ce qu'elle savait être une attaque. Vous savez, Élise, la vie peut devenir difficile en vieillissant. Les imprévus, les dépenses, les fragilités, ce n'est simple pour personne. Elle avait dit fragilité avec une délicatesse tellement étudiée qu'elle en devenait cruelle. Et nous ne voudrions pas que tout cela devienne lourd pour Mathieu, ni pour Clara. Elle marqua une petite pause, le temps de saisir sa coupe de vin. Alors nous avons pensé qu'il serait peut-être judicieux de vous aider un peu. Je relevai la tête lentement. M'aider ? Henri hocha la tête, comme si c'était la chose la plus logique du monde. Oui, pour alléger vos charges, une petite aide mensuelle, rien de très grand, mais suffisant pour que vous viviez plus sereinement. Mathieu se raidit, son regard passa de son père à moi, puis retomba dans son assiette. Il n'osa rien dire. Cette hésitation lui coûta cher dans mon cœur, mais je ne lui en voulus pas. Madeleine posa doucement ses mains sur la table, ses ongles vernis brillant dans la lumière des chandeliers. Ce serait une façon de vous assurer un meilleur confort et, disons, de maintenir une certaine harmonie familiale. Voilà, le mot était tombé. Harmonie, un mot poli pour dire distance, silence, disparition, un mot qui signifie rester loin pour notre tranquillité. Je m'humectai légèrement les lèvres, puis demandai d'une voix posée. « Et en échange, qu'attendez-vous exactement ?» Madeleine répondit trop vite. « Oh, rien du tout. » Puis elle ajouta, plus lentement, « Seulement que chacun garde sa place, pour le bien de tous. » Je sentis en moi une vague froide, mais pas douloureuse, une lucidité claire, immobile. Je posai mes coudes sur la table et demandai très calmement « Et combien, selon vous, pour que je disparaisse complètement ?» Le silence tomba brutalement. Henri resta la bouche entr'ouverte, comme s'il ne s'attendait absolument pas à ce que je disais tout haut ce qu'il n'avait osé qu'en penser. Madeleine se raidit, son sourire figé comme une porcelaine trop fragile. « Élise, voyons !» tenta-t-elle. Je la regardai droit dans les yeux. « Je voudrais simplement connaître le prix exact de ma disparition. C'est vous qui avez évoqué l'idée d'harmonie, non ?»
Henri avala difficilement sa salive. Ce n'est pas ce que nous voulions dire. Alors dites-moi ce que vous vouliez dire. Son regard se troubla. Il venait de comprendre qu'il venait de franchir une ligne invisible. Madeleine reprit la parole, une main légèrement tremblante. « Élise, vraiment, nous cherchions seulement une solution équilibrée pour éviter des malentendus. » Malentendu, le mot parfait pour maquiller ce qu'il n'était rien d'autre qu'un rejet poli. Je souris doucement, un sourire calme, presque apaisé, mais qui ne laissait aucune échappatoire. Je voulais juste entendre la vérité. La vôtre. Je pris mon sac posé près de moi. Je l'ouvris très lentement, sans précipitation. J'en sortis la grande pochette noire que j'avais préparée. Je la déposai sur la table sans l'ouvrir. Le bruit sourd qu'elle produisit lorsqu'elle toucha le bois fit sursauter Madeleine. Une forme de panique muette traversa ses yeux. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Henri, la voix plus basse. Je caressais du bout des doigts le bord du dossier, comme si ce n'était rien d'autre qu'un objet du quotidien. Rien d'urgent, juste une autre version de la vérité. Aucun d'eux n'osa toucher le dossier. Aucun n'osa poser la vraie question. Mais je vis dans leurs yeux qu'ils comprirent soudain qu'ils ne me connaissaient pas, que la femme assise en face d'eux, dans son tailleur bleu nuit, n'était pas celle qu'ils avaient tenté de remettre à sa place. Mathieu, lui, ne dit pas un mot, mais il me regarda enfin, vraiment. Et dans son regard, je vis la peur, celle de découvrir qui j'étais réellement, et la honte de n'avoir jamais cherché à le savoir. Je reposai ma main sur la pochette. Je ne l'ouvris pas encore. Ce n'était pas le moment. « Mangeons », dis-je simplement. « Nous aurons tout le temps de parler, après le dessert. » Aucun d'eux n'aima cette phrase. Et moi, pour la première fois depuis longtemps, je me sentis parfaitement à ma place. Le dessert venait d'être servi quand j'ai compris que le moment était venu. Le serveur s'était éloigné, nous laissant seuls avec les chandeliers dont la lumière dansait sur les verres encore à moitié pleins. L'atmosphère n'était plus feutrée, elle était suspendue, comme si la pièce entière retenait son souffle. Je tirais doucement la pochette noire vers moi. Madeleine suivait chacun de mes gestes avec une tension qu'elle ne savait plus dissimuler. Henri, lui, s'était légèrement redressé sur sa chaise, comme un homme qui pressent une annonce qu'il n'a pas les clés pour comprendre. Je posais mes mains sur la couverture mate du dossier. « Vous vouliez parler d'harmonie familiale, alors parlons, oui. » Ma voix était calme, presque douce, c'est sans doute ce qui les a le plus déstabilisés. Je fis glisser la première feuille hors du dossier. Un document sur en-tête officielle. Je le posai bien à plat devant eux. Voici mon contrat actuel. Directrice financière chez Sercom Europe, depuis 12 ans. Madeleine Silla. Pas un mouvement large, juste un battement de paupières trop long pour être naturel. Henri pencha légèrement la tête, comme s'il tentait d'évaluer la véracité des mots qu'il venait d'entendre. Je sortis un deuxième document. Et ici, mes déclarations d'impôts des 5 dernières années. Ce n'est pas un sujet que j'aime évoquer, mais puisque nous parlions de fragilité, je préfère être transparente. Je fis glisser la feuille vers le centre de la table. Les chiffres, bien alignés, parlaient d'eux-mêmes. Madeleine attrapa machinalement sa cuillère, qui lui échappa et tomba sur l'assiette. Le bruit sec résonna comme un aveu. Elle rougit, chercha sa serviette, tenta de se recomposer. Mais le masque était fendu. Henri déglutit. Je vois. Je n'avais pas encore commencé. Je sortis un 3e dossier, plus épais. Ce sont mes relevés d'investissement. Mes parts dans Sercom, dans 3 filiales européennes et quelques placements plus modestes. J'ai aussi un portefeuille immobilier dont je n'ai jamais parlé à Mathieu. Par choix, pas par secret. Je levai enfin les yeux vers eux. J'ai travaillé, beaucoup, jour et nuit parfois. Et j'ai fait le choix de la simplicité, pas de la pauvreté. Le silence qui suivit fut long, presque inconfortable, pas pour moi, pour eux. Mathieu, à ma droite, ne respirait presque plus. Je sentais son monde intérieur se fissurer d'un coup, comme s'il relisait mentalement toutes ces années où il m'avait imaginé vulnérable. Il ouvrit finalement la bouche, mais aucun son n'en sortit.
Je continuais, doucement. Vous n'avez pas pris la peine de me connaître. Vous avez seulement évalué ce que je portais, ce que je ne montrais pas, ce que vous pensiez que je valais. Je refermais la pochette, posais dessus ma main ouverte, puis j'ajoutais, sans élever la voix, « Vous avez tenté d'acheter ma place, alors j'aimerais que nous clarifions quelque chose. » Je glissai la carte noire hors de mon portefeuille. Son éclat sombre accrocha immédiatement la lumière des chandelles. Je la posai sur la table, délicatement, comme on pose une vérité depuis trop longtemps retenue. Henri écarquilla légèrement les yeux. Madeleine, elle, eut un micro-recul, infime, mais suffisant pour trahir un choc qu'elle ne voulait plus cacher. « Je paie tout, dis-je simplement. » Considérez-le comme un cours accéléré sur la dignité. Le serveur, qui s'apprêtait à s'approcher, s'immobilisa un instant, sentant l'atmosphère étrange. Puis il se dirigea vers moi, je lui tendis la carte sans même regarder du côté d'Henri. C'est pourtant à ce moment-là qu'Henri tenta d'un geste. Un geste désespéré, presque enfantin. Il sortit son portefeuille. « Non, c'est à nous d'inviter. » Le serveur prit sa carte machinalement, par politesse. On entendit le bip discret de la machine, puis un deuxième, et un troisième, refusé. Henri se raidit. « Ce doit être une erreur, je ne comprends pas. » Sa voix manquait d'air, sa gêne était palpable. Madeleine prit sa main sous la table. Mathieu ferma les yeux, honteux. Je n'ajoutai rien. Je laissai le silence faire son travail. Le serveur me rendit calmement ma propre carte. « Tout est réglé, madame, merci. » Je repris la carte, la glissai dans mon portefeuille, puis reposai mon regard sur la famille Dubois. Vous savez, je n'avais jamais eu l'intention de vous humilier, ce n'est pas mon style. Je marquai une courte pause, mais je refuse qu'on décide à ma place de qui je suis, ou de où je dois être. Madeleine baissa les yeux. Henri inspira profondément, comme un homme qui reconnaît qu'il vient de perdre une bataille qu'il n'aurait jamais dû engager. Mathieu, lui, me regardait enfin avec un mélange d'amour, de malaise et de regret. Un regard d'enfant qui découvre qu'il a sous-estimé sa propre mère. Je pris ma pochette, mon sac, me levai. Je crois que nous avons terminé pour ce soir. Je fis un pas, puis un autre, et sans élever la voix, j'ajoutai. La prochaine fois, peut-être pourrons-nous parler en tant qu'égaux, et non en tant que silhouette que l'on juge à la lumière d'un chandelier. Puis je quittai la table, sans colère, sans triomphe, juste avec la douceur tranquille de quelqu'un qui reprend enfin la place qu'on a tenté de lui enlever. Lorsque je me suis levée de table pour quitter la salle principale, je n'avais aucune intention de provoquer une scène. Mais le directeur du cloître, qui avait perçu depuis le début l'atmosphère inhabituelle autour de notre table, s'était approché avec un tact irréprochable. « Madame Laurent, si vous préférez un endroit plus calme pour continuer votre conversation, notre salon privé est disponible. » Je n'ai pas eu besoin de répondre. Il a vu dans mon regard que cela me convenait. Et peut-être, lui aussi, avait-il compris que la soirée n'en avait pas terminé avec nous. Le salon privé était une pièce feutrée, aux murs couverts de boiseries sombres, éclairée par deux appliques dorées qui diffusaient une lumière chaude. Une table ronde occupait le centre, entourée de fauteuils capitonnés. Un lieu fait pour les accords importants ou pour les vérités qui ne doivent pas être entendues par tout le monde. Je suis entrée la première. Henri et Madeleine m'ont suivie, un peu malgré eux, comme deux personnes qui marchent dans un couloir sans fin, guidées par une force qu'elles ne contrôlent plus. Clara resta près de la porte, indécise. Mathieu, lui, arrivait en dernier, essoufflé, comme s'il avait peur de manquer le début d'une conversation qui le concernait plus que ne le pensait. Le directeur referma la porte derrière nous, silencieusement. Puis il se plaça près du mur, accompagné d'un serveur. Présence discrète mais intentionnelle, les témoins neutres que la vie place parfois dans les moments où les masques tombent. Je pris place sans attendre que quelqu'un m'y invite. Je m'assis droite, le dossier de ma chaise soutenant mon dos comme un rappel de ce que j'avais reconstruit seule. Henri s'éclaircit la gorge. « Élise, je crois qu'il y a eu un malentendu. » Je tournai lentement la tête vers lui. « Non, pas aujourd'hui. » Ce simple mot fit reculer Madeleine comme si je lui avais soufflé un vent froid. Elle baissa les yeux, croisant nerveusement ses doigts. Je posai mes deux mains sur la table, bien à plat. La pochette noire que j'avais apportée était toujours là, fermée cette fois, comme un secret que je n'avais même plus besoin d'ouvrir. Vous mesurez les gens à ce qu'ils montrent,
dis-je doucement. Puis je levai les yeux vers eux, un par un. Moi, je les mesure à ce qu'ils sont. Henri resta figé. Son visage perdit un peu de sa couleur, comme si les mots avaient arraché une couche de vernis à son assurance. Madeleine tenta de reprendre contenance. « Élise, nous ne voulions pas vous blesser, ce n'était pas personnel. » Je souris, un sourire léger, sans ironie, sans colère, juste une constatation. C'était précisément personnel. Vous avez jugé ma vie, ma famille et même l'amour que j'ai pour mon fils. Clara s'avança d'un pas, ses mains serrées l'une contre l'autre. « Je suis désolée, Élise, je n'ai pas su intervenir. » Je la regardai un instant. Ses yeux brillaient d'une sincérité fragile, mais réelle. « Ce n'est pas à toi que je parle, Clara, » répondis-je doucement. Puis je revins vers Henri et Madeleine. « Vous vouliez acheter mon silence, m'éloigner, décider de ma place pour votre confort. » Madeleine inspira brusquement, comme prête à se défendre, mais aucun mot ne sortit. Je continuai. « Vous n'avez jamais cherché à me connaître, pas une seule question sur mon parcours, mes efforts, mes années à élever mon fils seul. Vous n'avez vu que ma robe, mes chaussures et ce que vous croyez être ma valeur. » Un silence pesant envahit la pièce. Mathieu, qui n'avait pas parlé depuis le début, fit un pas vers moi. « Maman, je… » Sa voix trembla. Il s'arrêta, incapable de continuer. Son regard fuyait le mien, puis y revenait, chargé de quelque chose entre la honte et la douleur. « Maman, je suis désolée, je ne savais pas, je n'ai jamais voulu que… » Je levai la main. Juste une fois. Il se tut. « Mathieu, ta vie n'appartient pas à cette façade. » Il ferma les yeux. Une larme roula sur sa joue. Il ne la cacha pas. Henri voulut reprendre la parole. « Élise, il faut nous comprendre. »« Non, » dis-je calmement, « c'est à vous de comprendre, pas à moi. » Madeleine, cette fois, n'essaya pas d'argumenter. Ses épaules s'étaient affaissées. Sans maquillage, sans lumière flatteuse, dans ce salon étroit, elle n'était plus la femme hautaine du dîner. Elle était humaine, trop humaine peut-être, pour supporter le reflet que je venais de lui tendre. Je repris enfin la pochette noire. Je la posai devant moi. « Vous vouliez la vérité. La voici. Vous n'avez jamais eu besoin de savoir combien je gagne, ni ce que je possède. Vous aviez juste besoin d'apprendre que la dignité ne se mesure pas en euros. » Le directeur du restaurant, immobile, observait la scène avec une neutralité parfaite. Le serveur, lui, regardait le sol, mais ses yeux brillaient d'une compréhension silencieuse. Il avait sans doute vu des centaines de dîners, mais peut-être pas beaucoup de vérités de ce genre. Je me penchai légèrement en avant. Si vous voulez une famille soudée, commencez par respecter celle qui existe déjà. Henri baissa la tête. Madeleine mit une main sur sa bouche comme pour retenir un sanglot qu'elle refusait d'admettre. Clara s'approcha de moi. « Élise, je ferai mieux, je te le promets. » Je posai doucement ma main sur la sienne. « Ce n'est pas à moi que tu dois le promettre, c'est à toi-même. » Un silence lourd s'installa à nouveau. Mais cette fois, ce n'était plus un silence hostile, c'était un silence qui réfléchit. Je me levai alors. Je crois que nous avons fini ici. Personne n'osa me contredire. J'ouvris la porte du salon. Mais avant de sortir, je me tournai une dernière fois vers eux. Un jour, peut-être, nous pourrons nous retrouver autour d'une table. Non pas comme adversaires, mais comme êtres humains. D'ici là, réfléchissez à ce que vous vouliez acheter hier soir. On n'achète pas l'amour, on n'achète pas la dignité. Et on ne m'achète pas. Puis je quittai la pièce. En refermant doucement la porte derrière moi, je sentis une certitude. Ce soir, quelque chose venait de se briser, mais quelque chose venait aussi de commencer. Je ne suis pas rentrée chez moi immédiatement après avoir quitté le salon privé. J'ai marché longtemps dans les rues de Bordeaux, laissant le vent nocturne effleurer ma peau, comme pour apaiser quelque chose que je n'avais jamais vraiment nommé. Il ne s'agissait ni de victoire, ni de soulagement, plutôt une forme étrange de silence intérieur, une page tournée, mais encore humide d'encre. Lorsque je suis enfin arrivée chez moi, il était presque minuit. J'ai retiré mes escarpins, bu un verre d'eau, puis je me suis assise dans l'obscurité sans allumer la lumière. La ville continuait de vivre dehors, mais en moi, tout était suspendu. Le lendemain matin, à 8 heures précises, quelqu'un a frappé à ma porte. Je me suis levée lentement, m'attendant à voir Mathieu encore bouleversé. Mais en ouvrant, ce fut Clara.
Seule, les cheveux légèrement défaits, les yeux fatigués, un bouquet de marguerites simples entre les mains. Elle avait le visage de quelqu'un qui n'avait pas dormi. « Élise, puis-je entrer ?» Je fais un signe de tête. Elle entra avec cette hésitation fragile que j'avais déjà vue chez elle, mais jamais à ce point-là. Sur la table de mon salon, elle posa le bouquet. Puis, après une seconde d'hésitation, elle sortit de son sac un petit album relié, usé sur les bords. « Je t'ai apporté quelque chose. » Sa voix tremblait. Elle fit glisser l'album vers moi. En l'ouvrant, je restais interdite. C'était un album de photos de Mathieu enfant. Des photos que je n'avais jamais vues. Des moments qu'on m'avait pris sans me le dire. Des anniversaires, des sorties scolaires, des petites fêtes auxquelles je n'avais pas pu assister parce que je travaillais tard. Une photo en particulier me frappa. Mathieu, 8 ans, vêtu d'un pull trop grand, riant devant un gâteau. À côté, Clara avait ajouté une note écrite à la main. « Si tu veux, je peux t'en raconter chaque détail. » Je refermai l'album lentement. « Pourquoi m'apportes-tu cela ?» demandai-je doucement. Clara inspira profondément. « Parce que je veux apprendre à être meilleure, Élise. » Ses yeux se remplirent de larmes. J'ai grandi dans une famille où se taire était plus simple que dire ce qu'on ressent, où on juge avant de comprendre. Hier soir, j'ai eu honte, pas de toi, de moi. Elle essuya une larme du dos de la main. Je ne t'ai pas défendu, je n'ai rien dit. Et pourtant, je t'ai vu, j'ai tout vu. Sa sincérité me traversa comme un souffle chaud. Il y avait dans sa voix quelque chose que je reconnaissais, la peur de décevoir, le désir d'être juste, même lorsqu'on ne sait pas par où commencer. Je m'assis face à elle. « Clara, tu n'es pas responsable de tes parents, mais tu es responsable de la femme que tu deviens. » Elle hocha la tête en silence. « Aide-moi, murmura-t-elle. Je veux apprendre à regarder les gens autrement, comme toi. » Ce fut à mon tour d'être touchée. Une sincérité aussi nue ne se rencontre pas souvent. J'ai posé ma main sur la sienne. « D'accord, mais commence par les petites choses, par la façon dont tu parles à ceux qui n'ont rien à t'offrir, par la manière dont tu te tiens face à ceux qui te dérangent. » Elle ferma les yeux, comme si mes mots ouvraient enfin une porte invisible. Nous restâmes là un moment, sans parler, laissant les choses se déposer. 2 jours plus tard, j'étais à mon bureau chez Sercom Europe lorsqu'on frappa. Je pensais voir mon assistante, mais quand la porte s'est ouverte, ce fut Henri. Il entra avec une gêne palpable, tenant son chapeau entre ses mains comme un homme d'une autre époque. Son regard parcourut la pièce, la baie vitrée donnant sur la Garonne, les dossiers parfaitement alignés, les diplômes encadrés au mur. Il sembla comprendre en une seconde tout ce qu'il avait refusé de voir. « C'est impressionnant, » murmura-t-il. « Je ne vous imaginais pas ici. »« Je vous écoute, Henri. » Il prit une grande inspiration. « Je voulais m'excuser et comprendre comment vous faites, comment on dirige sans écraser. Moi, j'impose. Vous, vous écoutez. » Je restai silencieuse un instant, puis je lui répondis calmement. L'autorité qu'on obtient par la peur disparaît dès qu'on quitte la pièce. Celle qu'on obtient par le respect reste même en silence. Il baissa les yeux. Ses doigts serraient son chapeau avec une force qui trahissait un bouleversement intérieur. « Je voudrais apprendre, si vous l'acceptez. » C'était une demande sincère, maladroite, mais sincère. Alors, commencez par écouter vos employés avant de leur donner des ordres, et écoutez votre fille avant de la juger. Il hocha la tête, sans discuter. Je venais d'entendre le premier vrai pas d'un homme qui n'avait jamais remis en question ses certitudes. Avant de partir, il ajouta « Clara vous admire, plus que vous ne le pensez. » Le soir même, j'étais surprise de recevoir un message de Madeleine. « Élise, accepteriez-vous de venir dîner, juste entre nous? Il y a une recette de ma grand-mère que j'aimerais partager avec vous. » Je suis restée un moment à regarder l'écran. Je pensais à la Madeleine qui, quelques jours plus tôt, avait tenté d'acheter ma distance, et à celle qui, maintenant, semblait vouloir offrir autre chose qu'une façade. Je répondis simplement « D'accord, pas pour les approuver, pas pour effacer, mais parce que parfois la guérison commence par une main que l'on tend sans forcer. » En refermant mon téléphone, j'ai regardé l'album photo posé sur ma table.
Je l'ai ouvert à la première page. Un éclat de rire de Mathieu me traversa le cœur comme un soleil. Je suis alors que quelque chose était en train de changer, pas seulement chez eux, chez moi aussi. Car parfois, la vérité que l'on révèle n'est pas faite pour humilier, mais pour libérer. Et ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, je me sentis prête à avancer vers un lendemain moins lourd, moins dur, moins silencieux. Un lendemain où chacun, peut-être, apprendrait à regarder les autres non pas pour ce qu'ils semblent, mais pour ce qu'ils sont réellement. 1 an passa. 1 an depuis ce dîner au cloître qui avait tout bouleversé. Et pourtant, quand j'y repense aujourd'hui, ce soir-là ressemble moins à un affrontement qu'à un point de départ. Un moment où les masques étaient tombés, laissant place à quelque chose de plus vrai, de plus fragile, mais infiniment plus humain. Les mois qui suivirent furent marqués par de petits changements, presque imperceptibles au début, puis de plus en plus visibles. La famille Dubois, Henri, Madeleine et même Clara avaient peu à peu laissé tomber cette obsession du paraître qui les étouffait depuis des années. Un jour, en arrivant chez eux pour un déjeuner, j'ai remarqué que la grande sculpture moderne qui trônait autrefois dans l'entrée avait disparu. À la place, un simple bouquet de fleurs du jardin. Les murs, autrefois couverts de cadres trop coûteux, semblaient plus nus, plus légers. Le salon baignait dans une lumière douce, débarrassé de l'éclat artificiel des objets de luxe. Madeleine m'accueillit avec un tablier fleuri noué autour de la taille. « C'est une vieille recette de ma grand-mère. J'espère qu'elle te plaira. » Sa voix n'avait plus rien de la rigidité du passé. Elle parlait doucement, comme si elle apprenait encore à choisir ses mots avec délicatesse. Henri, lui, me surprit davantage. Il s'assit en face de moi, prenant le temps de m'écouter réellement, de me poser des questions sans sous-entendu. Il évoquait son travail, non pour se vanter, mais pour partager. Et souvent, il parlait de ses employés avec un respect nouveau, presque attendrissant. « Tu avais raison », m'avait-il confié un soir. « On dirige mieux quand on écoute. » Je n'avais rien répondu. Son regard suffisait. Il n'était plus l'homme qui tentait de m'acheter une distance. Il devenait un homme qui essayait d'apprendre. Clara, de son côté, venait me voir régulièrement. Parfois pour parler, parfois pour se confier, parfois simplement pour partager un thé. Elle avait mis au défi ses propres habitudes. Elle ne se taisait plus lorsqu'elle voyait une injustice. Elle osait dire ce qu'elle pensait, même à ses parents. Elle se construisait doucement en dehors de l'ombre de leur nom. Et puis il y avait Mathieu, mon fils, mon unique enfant, celui qui avait cru devoir se justifier de ma simplicité, celui qui, aujourd'hui, comprenait enfin ce que valait le silence que j'avais choisi pendant tant d'années. Un soir d'hiver, il était venu me voir, un sourire timide aux lèvres. « Maman, on a quelque chose à te dire. » Clara entra derrière lui, tenant une petite enveloppe blanche. Elle la posa dans ma main sans un mot. À l'intérieur, une échographie. Un petit cœur à peine formé, mais déjà bien là. Je sentis ma gorge se serrer, mes yeux s'embuer. « Tu vas être grand-mère, » dit Clara dans un souffle tremblant. Mathieu ajouta, presque gêné, « Et si c'est une fille, on voudrait l'appeler Élise. » Je restais sans voix. Tout ce que je savais faire, c'était les serrer tous les deux dans mes bras. Dans ce geste, il n'y avait ni reproche, ni rancœur, seulement un amour neuf, lavé des anciennes incompréhensions. Quelques jours plus tard, en rangeant mon placard, je suis tombée sur une vieille robe, pas la jaune, une autre, une robe bleu pâle que j'avais portée lors de ma première réunion importante des années auparavant. Je l'ai sortie, l'ai posée sur le lit. Le tissu était légèrement froissé, mais intact. Je la caressai un instant. Elle ne symbolisait ni richesse ni pauvreté. Juste un moment de ma vie où j'avais choisi de continuer, même lorsque tout était contre moi. Je souris, puis je la repliai soigneusement. La vérité, parfois, est la seule lumière qui peut traverser les façades. Elle ne brise pas tout, elle dévoile, elle réoriente, elle guérit. Ce soir-là, assise devant ma fenêtre ouverte sur le ciel de Bordeaux, j'ai repensé à tout ce chemin, à cette année étrange, parfois douloureuse, mais profondément humaine. Et j'ai su que, pour la première fois depuis longtemps, tout était exactement à sa place. Le lendemain, en me réveillant, j'ai senti une paix rare m'habiter. Pas une paix bruyante, pas une victoire, juste un apaisement profond, celui qui vient lorsqu'on choisit enfin la vérité plutôt que la peur. Je regardais la lumière du matin glisser sur mon salon et je me suis dit que, malgré tout, la vie avait une manière étrange mais magnifique de remettre chaque chose à sa juste place.
Ma famille, si fragile quelques mois plus tôt, avançait maintenant vers un avenir plus honnête, plus doux, plus simple. Et moi, j'avais retrouvé ma dignité sans jamais avoir eu besoin de la réclamer. Et vous, à ma place, qu'auriez-vous fait? Avez-vous déjà vécu une situation où l'on vous a jugé trop vite? Racontez-moi tout dans les commentaires, j'ai très envie de vous lire. Abonnez-vous et activez la cloche pour découvrir d'autres histoires vraies, d'autres voix, d'autres parcours de courage.